Cette vidéo est sponsorisée par Fugu, votre marque streetwear innovante et éthique. Une collection de t-shirts sérigraphiés aux modèles uniques sur coton bio et imprimés avec des encres sans solvant. Fugu, c'est la rencontre de designs originaux inspirés de la pop culture japonaise et du tatouage, simplicité et efficacité du trait, attitude et symbolisme. Alors n'attendez pas l'été et foncez sur la boutique thefugu.fr pour y découvrir les créations uniques de la marque et ce, dans toutes les tailles. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour tenter de gagner des t-shirts Fugu et un tatouage au studio Tony Stark Tattoo. Quoi ? Comment ça un tatouage ? Pourquoi un tatouage ? Mais parce que Fugu est la marque textile du créateur Tony Stark Tattoo, la référence de l'ornementation intradermique de qualité en Aquitaine. Traditionnel japonais, flash, classique ou pop culture, ne confiez jamais votre peau à quelqu'un d'autre. Alors vous aussi rentrez dans la famille Fugu et Tony Stark Tattoo. Toutes les informations en description. Où que l'on vive et quelle que soit l'époque, les années collège restent gravées dans nos mémoires comme les plus douces, celles des nouvelles expériences, premiers baisers, premières cigarettes et premières bières, et pour ceux qui, comme moi, ont la toiture qui blanchit, l'ère des cassettes audio que l'on se refile à la récré et que l'on copie tellement que le dernier doit presque en deviner la musique. TDK C60, toutes pleines des meilleurs sons des Ramones, de Motorhead ou de Ozzy, ces années de bonheur et d'apprentissage sont souvent associées à cet artefact magique et qui nous relie durablement à ce que l'on voudrait ne jamais perdre, notre jeunesse. Ito Taro, résident de Mikasa sur l'île de Hokkaido, a eu le grand bonheur de naître en 1970 et de grandir sous la bénédiction de la fée rock'n'roll qui lui dispensa ses plus beaux enchantements entre 1981 et 1985 entre les murs du collège municipal et par le truchement de la plus belle invention de l'humanité, le Walkman Sony. C'est cet amour pour cette divine musique qui fit de lui un être exceptionnel et lui attira les bonnes grâces de la plus belle fille du collège, Hiroko, avec qui il vécut ses premiers émois, puis les autres, avant de s'envoler sur les ailes d'un Pégase à la conquête d'une école d'art dont il sortit diplômé et marié. Le couple de graphistes s'installa à Sapporo et y vécut une vie de réussite professionnelle et personnelle sans nuage. Parents comblés, toujours amoureux après toutes ces années, ils virent leur cinquantaine arriver comme une mauvaise gueule de bois après une longue soirée trop humide. Alors, les enfants partis voguer vers d'autres horizons, le quinca se recentre et boit des alcools compliqués en écoutant ses vieux vinyles sur une platine flambant neuve. Et puis, après la deuxième bouteille de Nihonshu, Taro et Hiroko se souviennent. Le collège, les copains, tiens, qu'est-ce qu'ils ont bien pu devenir d'ailleurs, les premières soirées avec les mauvaises bières qu'on faisait acheter par un grand chez Yamada, les flirts, leurs flirts, la naissance de cet amour qui brûle toujours et avec autant d'intensité 40 ans plus tard. Et le premier cadeau que l'on fait à son amoureuse, tu te souviens Hiroko, cette cassette que je t'avais enregistrée et offerte pour notre premier encart ? Je suis sûr que c'est ça qui t'a fait craquer pour moi, tiens. D'ailleurs, où peut-elle bien être cette sainte relique ? Ce serait tellement extravagant que de s'imaginer la trouver, là, dans un tiroir, la glisser dans un lecteur et s'envoler pour un voyage dans le temps. Just push play. Tiens, oui, cette cassette, tu t'en souviens ? Pas d'elle en tant que telle, mais de tout ce qui lui est arrivé. À vrai dire, Hiroko ne se rappelait plus très bien du destin de l'objet, mais Taro, en tordant un peu le nez, lui rappela cette tragique anecdote qui marqua au fer rouge son adolescence. Tu te souviens de Monsieur Hamada, notre prof d'histoire, et de ce jour où il m'a confisqué notre cassette, parce que je te la rendais en plein cours après y avoir dessiné le logo de Van Halen en couleur. Eh bien, tu vois, elle doit toujours y être. Je me souviens l'avoir vue dans la boîte des objets confisqués jusqu'à ce que l'on parte pour le lycée. Bien sûr, les deux tourtereaux grisonnants auraient bien aimé prier de concert devant cette sainte chose en plastique, mais voilà, il faut savoir se résigner. Alors les Ito ouvrirent une troisième bouteille et posèrent le divin album Don't Break the Oath de Mercyful Fate sur le velours avant de plonger dans les douces mélopées du King pour s'envoler vers les dernières volutes d'une soirée réussie.
Mais la plus parfaite des existences ne peut rester sans drame et en janvier 2022, terrassée par un virus beaucoup moins cool que le rock'n'roll, la mère de Taro vint à mourir et notre couple endeuillé se rendit aux funérailles dans leur bonne vieille ville de Mikasa. Une crémation, surtout celle d'un être cher, n'est jamais une partie de plaisir, mais elle permet parfois de remettre une basket dans les vertes prairies de sa jeunesse quand vient l'heure d'ouvrir les malles à souvenirs. Photos, albums de collège et de lycée, souvenirs à gogo et émotions en vrac. Tiens, tu as vu le vieux professeur Hamada, il était là lui aussi. Il tient bien la route ce vieux machin. Mais à 50 ans, les émotions, ça donne soif. Alors on accepte, sans trop se faire prier, les vieilles quilles en sommeil du papa effondré qui noiera bientôt les cendres blanches de sa chair disparue dans l'éclat cristallin d'un Nihonshu hors d'âge. Il est de notoriété publique que la tristesse s'envole à mesure que les bouchons sautent et vers minuit, il fallut bien admettre que le stock de verres vides sur la table basse n'augurait pas la mélancolie. Comme mu par une fougue tout droite sortie de leurs vertes années, le couple se mit à rêver de ces heures pas perdues pour tout le monde, à flirter derrière les gradins du stade et à cette cassette. Depuis qu'ils en avaient parlé, elle ne quittait plus leur esprit. Et si elle était toujours là dans la vieille boîte en bois du proviseur? Et si par miracle, un miracle incroyable, elle les attendait toujours, 40 ans après, comme pour leur montrer que leur bonheur à venir était déjà gravé sur bande magnétique? Alors, après la 5e bouteille de Nihonshu, germa dans leur esprit une de ces idées qui vous prennent quand Bacchus a tordu le bras de Minerve. Et si nous allions au collège pour jeter un œil dans le bureau de la direction et dans l'ancienne classe de Monsieur Hamada? Et si nous y allions maintenant? Après tout, quelle meilleure solution pour vérifier si un objet confisqué il y a 4 décennies est toujours là que d'y aller en pleine nuit, de fracturer la porte d'un collège, le tout défoncé comme des terrains de manœuvre? Alors, sûrs de tenir là, du moins l'aventure de leur vie, au moins un instant de retour vers leurs folles années, Taro et Hiroko enfilèrent leurs chaussures, prirent une lampe électrique plus brillante que leur esprit et cheminèrent en crabe vers le collège municipal mixte de Mikasa. Il était 1h du matin quand le commando arriva devant les grilles de l'établissement. Avec l'aisance et la grâce d'un phacochère paralytique, ils franchirent la barrière non sans y laisser quelques petits morceaux d'étoffe, mais sans bruit. Reconnaissant la géographie du lieu, qui n'avait guère changé en 40 ans, ils se dirigèrent vers les salles de classe et se rappelant de la petite fenêtre des toilettes pour filles qui ne fermait pas bien, tentèrent le tout pour le tout en exerçant une légère poussée sur lui qui s'ouvrit sans rechigner. Il y a des choses qui ne changent pas. Sortir des toilettes, le grand couloir, tourner à droite, puis à gauche pour les salles d'histoire géo, là. Voilà, l'ancienne salle du professeur Chapardeur de souvenirs. Ému par tant d'odeurs familières qui ravivèrent leur mémoire, le couple s'enlaça et s'embrassa si fougueusement qu'ils en firent tomber la pile de livres posée sur le bureau du professeur. Cette boulette, loin de les faire sursauter, provoqua chez eux un fou rire incontrôlable qui, bientôt, eut comme effet magique d'allumer en grand les lumières du couloir. Car s'il y avait une chose qui avait changé depuis toutes ces années, c'est que l'école avait embauché un gardien qui, peu habitué à ce genre de situation, avait de rechef informé la police locale d'une intrusion probable d'un dangereux gang de voleurs de craie. Sous comme des barriques et toujours sous le coup d'un impitoyable fou rire, les époux Ito n'opposèrent aucune résistance et finirent leur folle nuit d'aventure en cellule de dégrisement. Le lendemain matin, lors de l'audition de mise dans pareil cas, les deux quinquas un peu gênés expliquèrent les raisons de leur première violation de la loi et furent finalement relâchés quelques heures plus tard avec une petite tape sur les doigts de la part de l'officier de service, comme les sales gamins qu'ils étaient. L'officier de police, certes jeune mais plein de bon sens, leur dit juste avant de les relâcher « Et pourquoi ne pas l'avoir demandé à votre ancien professeur ?» Je ne sais si Taro et Hiroko ont répondu à ce sage Pandore, mais avouez tout de même que questionner le vieux Hamada aurait été beaucoup moins drôle. Moralité, comme le disait avec justesse le vieux Lemmy, si vous vous pensez trop vieux pour le rock'n'roll, alors c'est que vous l'êtes. Et voilà, tu pousses encore les gens au crime, l'apologie d'un cambrioleur la dernière fois, les deux machins qui cassent leur école. Elle est belle cette histoire quand même. D'ailleurs, il faudra que je dise à mon ex de me rendre mes singles de Motley Crue. Ouais, mais elle habite où maintenant? Bon, je vais aller boire un coup, tiens, ça va me redonner les idées.
La parenthèse enchantée de ces 2 derniers mois, pleine de romantisme, de petits couples trop choupinous, de sirop nostalgiques et d'alcooliques pyromanes est derrière nous. En ces temps troublés où l'avenir de l'humanité, pas le journal, l'avenir de l'humanité donc, est plus incertain que jamais, il est grand temps pour nous de revenir aux fondamentaux. À cette saveur si unique de chaussettes et de vieilles semelles, qui fait le charme discret mais efficace de cette rubrique fantaisiste digne des meilleurs comiques troupiers. Alors restons à Saitama, la préfecture de tous les possibles, attachons nos ceintures et buvons un coup, oublions tous nos préjugés et mettons un instant nos cerveaux sur pause. Ah, il était déjà le mien, mais... bah non, c'est bloqué. Allez, c'est parti. Sato Shinichi a 52 ans, célibataire et manutentionnaire, ce qui n'a rien à voir mais peut mobiliser les mêmes aptitudes manuelles. Il vit encore chez sa vieille maman, veuve et aux petits soins pour son grand garçon. Un physique peu avantageux, une grande timidité et une mère très présente avaient toujours éloigné Shinichi de la jante féminine, malgré ce désir fougueux qui bouillonnait en lui depuis son plus jeune âge. Mais d'échec en échec, il en avait pris son parti et avait trouvé refuge dans la littérature spécialisée de celle qui ne nécessite pas une grande connaissance de la grammaire et se glisse discrètement entre les pages d'un quotidien sportif, une goutte de sueur au coin de l'œil prions pour que la caissière soit un homme. Ce reclus du bigoudi connut sa renaissance avec l'avènement des internets et l'offre incroyable qui venait bouleverser son quotidien de laborieux des paluches. Cette samaritaine du 5 contre 1 lui ouvrait des horizons qu'il ne soupçonnait même pas et à 40 ans passés, il découvrait la volupté insondable des fétichismes les plus exotiques. Ah, les moteurs de recherche de YouPorn et leurs catégories si chatoyantes. Et ne faites pas semblant de ne pas savoir ce dont je parle. Ces associations de mots si mimi qui font toujours mouche. Marmotte, aligot et latex. Allez-y, essayez, je suis sûr qu'il y a quelque chose de passionnant à la clé. Mais pour notre quinquasanier rotomane soliste, le combo qu'il préférait était de loin sneakers, lycéenne et langue. Alors, chaque soir, après une solide journée de travail, il embrassait sa petite maman, avalait son dîner et allait se repaître de vidéos charmantes où l'on voyait de vieux messieurs lécher goulûment des chaussures de sport souillées de boue, de jeunes femmes déguisées en jeunes filles et qui semblaient en tirer un grand plaisir. Shinichi connaissait tous les meilleurs sites et dépensait même ses primes en achats spécialisés et en commandes spéciales. Mais si ces virtuelles émotions sont belles et bonnes, elles ne remplacent en rien la félicité que doit procurer le contact de sa baveuse avec une bonne vieille godasse bien cracra. Alors secoué par un nouvel élan, pas l'animal, ça c'est pas son truc. Notre Usain Bolt du 4 x 100 mètres, personne, se prit de curiosité pour la réalité de la chose et se mit à écumer les rues de sa belle ville de Maebashi, en quête de son saint Graal, une pompe qui servirait d'écrin à sa menteuse lubrique. Un peu déconnecté des réalités de notre monde, le père Sato privilégia les sorties de lycée, mais fut très déçu de voir que beaucoup portaient des chaussures en cuir, attirail qui ne lui procurait aucune émotion. Non, ce qu'il aimait, lui, c'était les sneakers blanches réglementaires que l'on porte pour les cours de PS, comme dans ses films préférés. Alors, obsédé par cette quête, il prit quelques jours à son travail et se tint prêt. Le 20 février 2022 fut son épiphanie. Alors qu'il errait, désespéré, dans un centre commercial de banlieue, il la vit, parfaite, élégante en toile et en caoutchouc, sans doute une taille 38, se dit-il, mon rêve. Un peu taché de boue, mais pas trop, et ses petits lacets mutins et coquins qui pendouillaient comme les derniers vestiges de sa dignité. Mu par l'ardeur des derniers chevaliers, il bondit comme un seul homme, ce qui tombe bien puisqu'il était tout seul, et effectuant une glissade à genoux olympique arriva jusqu'à l'objet de ses désirs. Dans une frénésie linguale digne des meilleures embrassades adolescentes, il polit la grolle de la semelle au lacet, sentant la sève monter comme un soufflet. Et c'est justement ce qui brisa net son ascension. Car, cruel et fatal détail, les chaussures étaient habitées et la jeune fille, qui ne l'avait en rien invité à rentrer, s'en trouva fort contrariée, lui assénant 2 claques vigoureuses et un solide coup de pied. Penaud, Sato dut abandonner son rêve et rentrer chez sa maison où maman lui avait préparé des pieds de cochon. Le lendemain, la police vint le cueillir à son domicile et il fut placé en garde à vue pour agression sexuelle sur mineur. Retour à la réalité. Si d'aventure je devais lui parler, je lui dirais qu'il existe des dames dont c'est le métier et qui pour quelques billets se laissent lécher les pieds. Majeures et vaccinées, elles sauront te guider.
Moralité, il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Si, c'est un vrai proverbe. C'est nul, mais c'est un vrai proverbe. On a aussi coup de pied de cavale, n'estropia jamais roussin. Alors là, c'est pareil, c'est qui ce roussin? On ne sait pas. Ah oui, tiens, il y a celui-là aussi. À cloche-pied, on ne fait pas grosse journée. Bon, encore là, je comprends, tu marches à cloche-pied, t'es crevé, ouais. À la limite, pourquoi pas. Après toutes ces années, on peut bien se le dire, la 50e approche et une petite confidence aussi. Je n'aime pas les sous-vêtements. Alors j'en vois qui éclatent de rire et me disent « Attends mec, tu ne parles que de ça dans ta rubrique !» Et là je ne peux pas leur donner tort, non. Ce que je dois vous avouer en toute humilité avec un L, c'est que si je suis aussi véhément avec le petit linge, c'est que je n'en ai jamais porté et n'en porterai jamais. Depuis que j'ai l'âge de décider ce que je mettrai sur mon fondement, le linge de dessous a disparu du champ de mon quotidien. Mais, me direz-vous, en quoi ça nous regarde, tes histoires de caleçons? Et vous auriez raison. Laissez-moi vous conter la mésaventure arrivée récemment à monsieur Sato Hiroshi, un jeune cuisinier de 21 ans pour qui le linge de corps est aussi un sujet de discussion important. Alors vous verrez que le lien est évident. Sapporo, capitale de Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon, n'est pas franchement ce que l'on peut appeler un paradis tropical. Les hivers des plus rigoureux ne sont pas sans rappeler ceux de la belle province et lorsque le dégel et le printemps arrivent, les nuits à moins 3 degrés vous rappellent tout de même qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Sato, lui, est un homme réjoui. Alors depuis qu'il a pris son indépendance, rien ni personne ne pourra lui enlever cette joie de vivre et cette communion avec la vie qu'il célèbre chaque jour. Les amis, les filles, la fête et les paris un peu fous font partie de son quotidien et il fait partie comme votre serviteur, de ces gens qui vivent la vie comme elle vient et en tirent le meilleur dès que c'est possible. Des gamins, oui, c'est comme ça qu'on nous appelle. Le 15 mars, à Hokkaido, il ne fait pas très chaud. Et ce n'est pas faire insulte à cette île magnifique que de dire qu'on se caille même plus tôt passé 16h30. Ce jour-là, Sato Hiroshi et les cuisiniers de la petite ville de Ashibetsu, à 112 km de Sapporo, avaient décidé de rejoindre quelques amis de la grande ville pour fêter le mariage à venir de l'un d'entre eux. Certes, fêter un mariage peut sembler une drôle d'idée pour qui connaît cette institution, mais la jeunesse doit bien apprendre ces choses-là par elle-même. Mais je diverge et pour une jeune mariée, ça fait peut-être beaucoup. Ouais. La soirée, il faut bien le dire, fut celle d'un véritable aventurier de la vie et les distillats se marièrent eux aussi avec merveille aux brassins locaux et aux volutes exotiques faisant de l'esprit de Sato un champ d'expérimentation des plus colorés. Mais comme toute bonne chose a une fin et que sa chérie, restée à la maison pour cause d'animosité envers ses potes, lui signifiait l'ordre de rentrer à la maison, notre chevalier de la chopine dut bien se faire à l'idée. Il était temps de licher le dernier pour la route et de se mettre en ordre de marche pour rentrer au bercail. S'il n'y a pas loin de la coupe aux lèvres, il peut y avoir une certaine distance du tabouret de bar à la sortie. Alors aidé par des camarades encore debout, Saito prit courageusement la fuite et finit par retrouver sa voiture au milieu d'un océan de flou. Ce vaisseau d'ancrage confortable et rassurant qu'est la voiture vous rappelle souvent des points élémentaires de la vie que la bibine, cette coquine, a tendance à vous faire oublier. Alors oui, à ce moment-là, et au vu de sa relative difficulté à voir le monde de façon rectiligne, il se demanda s'il était bien raisonnable de conduire 112 km et ce, malgré les injonctions totalitaires de sa chair et tendre. Pire que tout, dans cet univers feutré au doux parfum de Pindeland qu'est l'habitacle d'une auto, il put remarquer qu'il émanait de lui un doux parfum de tabac, d'alcool et de reflux gastriques externalisés et malencontreusement expulsés par un camarade de bar en plein sur son pantalon. À n'en pas douter, madame ne serait pas enchantée par ces effluves musqués, pas plus qu'elle ne le serait s'il venait à embrasser un platane à 120 km/h avec 4 grammes à chaque oreille. Mais notre renard de la nuit a plus d'un tour dans son sac et sait mieux que personne comment rassurer sa moitié. Va donc te coucher, chérie, je prends un peu l'air et je rentre tranquillement. Effectivement, l'air, il allait le prendre.
Atsubetsu, petit quartier périphérique de Sapporo, minuit 30. Il n'y a plus personne dans cette pré-banlieue dortoir sans commerce, au milieu d'un parking sombre. Une laverie automatique 24 heures sur 24 se détache et une petite Mazda éteint ses phares. Cette oasis qu'il cherchait depuis un moment, le voilà. Sato, fatigué, très fatigué, mais motivé, entra dans l'établissement désert qui sentait le chlore et le chaud. Un mur de distributeurs alimentaires et tabagiques lui assurerait bien-être et sustentation nécessaires à un retour à la normale, et ces machines magiques seraient des plus utiles pour laver ces oripeaux puants qui ne manqueraient pas d'irriter madame. Que demander de mieux, alors poussé par cette force magnifique qui font les grands héros, Sato remplit une machine, se servit d'un bon thé chaud, alluma une cigarette, mit ses écouteurs et balança son meilleur son pour passer les 30 minutes que nécessiterait le lavage complet de sa panoplie. De façon fort abrupte, il fut réveillé par la maréchaussée qui visiblement lui reprochait sa tenue. De tenue, justement, il n'en avait point, puisqu'elle était en train de tourner dans le tambour du lavomatique. Enfin, ça, c'est ce qu'il croyait. Sato, à l'aise et seul dans la place, avait enlevé ses vêtements, placés dans la machine, s'était calé sur un siège et endormi comme un bienheureux, nu comme un verre, et en oubliant totalement de lancer le lavage. Conduit en garde à vue et rhabillé pour l'occasion, il répondit à l'accusation d'exhibitionnisme qu'un homme nu, avec le froid qu'il faisait, avait peu de chances d'apparaître à son avantage. Moralité. Ouais, alors là, j'en vois pas tout de suite. C'est comme le lien promis avec ma slipophobie non plus. Aurais-je survendu l'affaire Enfin bon, en tout cas, c'est pas ma femme qui risque de m'enquiquiner. D'ailleurs. La maturité incroyable du narrateur de ce remarquable programme nous a toujours empêchés de tomber dans la blague facile et le mauvais goût. N'est-ce pas ? Bah, dites quelque chose. Ouais. Alors, puisque c'est ça, pas de chaussettes crado ni de voleurs de slip aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire de... mec qui a perdu ses clés dans sa femme. Tiens, non, trop fun. Voyons. Ah, j'ai trouvé un voyeur malvoyant qui confond un lycée avec un EHPAD. Si, c'est vraiment dans le journal. Non, trop spécialisé. Mais oui, je sais ce qui va vous plaire, comme disait le poète. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. 30 mars 2022, Académie de police de Chiba, bâtiment de 1h du matin. 24 piou-piou de la prestigieuse école sont encore debout dans ce vaste dortoir au mépris des plus élémentaires règles de santé et du règlement intérieur. Tous semblent s'affairer autour d'une table et grincent des dents comme si leur vie en dépendait. Un aspirant Pandore plus grand que les autres, en survêtement noir et jaune et Tillard, semble ramasser de petits tas de papier sur la grande table habituellement dédiée au pliage du petit linge réglementaire. Dans l'ombre, certains jeunes prétendants au trône de la loi se tiennent la tête entre les mains comme si leur vie s'achevait à cet instant précis. Tout à coup, un claquement dans la nuit, les lumières qui s'allument, des cris, des bruits de pas. Une brigade entière de vrais policiers en tenue d'intervention qui se déploie dans la casemate et plaque les cadets au sol avant de les menotter. Les 24 jeunes gens sont à terre, coincés et conduits manu militari au dépôt. Mais quel complot gluant pouvait bien se tramer dans cet antre de la justice et de la loi ? L'affaire avait commencé quelques mois plus tôt alors que la responsable du foyer s'était aperçue que les jeunes recrues consommaient de moins en moins et demandaient plus de crédit que d'habitude, comme si une soudaine récession de l'argent de poche venait de frapper la belle jeunesse. Troublée par cette soudaine précarité, la brave cantinière s'enquéra auprès de sa hiérarchie de la bonne santé financière de ses petits protégés et d'éventuelles sanctions prises contre les garnements. Mais le constable instructeur, sévère mais juste, comme tous les constables instructeurs, ne connaissait aucune sanction pécuniaire réglementaire et ne put renseigner la pauvre femme. Cependant, notre formateur bienveillant avait lui aussi un petit problème avec ses protégés. Chaque matin, il traînait la patte à l'exercice, s'endormait à table dès midi et l'instruction à peine terminée, filait dans leur chambrée, souvent sans manger. Si tout cela semblait fort spartiate, et pas pour lui déplaire, il s'inquiétait pour ces petits chatons en pleine croissance dont le sommeil était la clé d'un apprentissage réussi.
Par conscience patriotique et professionnelle, le brave homme se mit dans l'idée que quelque chose de pas très orthodoxe se tramait dans la carrée et se donna pour mission d'en percer le mystère. Tapis dans l'ombre et aux aguets, le fier constable se fit nuit, silence et attention. Vers 23h, alors que tout était silencieux, dedans comme dehors, une luciole, puis une autre, et bientôt des dizaines brillèrent dans la pénombre et se rassemblèrent. Une vingtaine de jeunes gens s'assirent autour de la table à linge, et le plus grand d'entre eux, celui qui parlait le plus fort pendant l'instruction et martyrisait ses camarades à l'exercice, sortit un paquet de sa poche. Il prit la place du bout et, en chuchotant fort, lança un « Allez, placez vos mises, messieurs, je distribue !» Enfer et putréfaction, les conscrits du futur étaient en train de perdre leurs âmes et leurs économies au jeu. Mais notre espion redresseur de tort attendit un moment pour en avoir le cœur net et se laissa bercer par la douce mélopée du vocabulaire blackjack et dive go, fief et joueur qu'il était. Maître constable, par l'odeur alléchée, s'approcha doucement du cercle infernal et prit part à la mise, assurant ses petits protégés de son silence s'il le laissait entrer dans la danse. Point de martingale ni de veine dans la pogne du sergent et après quelques mains malheureuses, sa solde n'était plus qu'un souvenir. Aussi irrité que vexé, il repartit la queue entre les jambes et se fondit dans la nuit de sombres dessins en tête. Il ne lui fallut que quelques heures pour informer sa hiérarchie des activités honteuses pratiquées par les piou-piou de la glorieuse police entre ses murs. Alors, dans la fatidique nuit du 30 mars, les infâmes furent cueillis et le brave constable, le sentiment du devoir accompli, put négocier le retour de ses gains contre un oubli provisoire d'un rapport qui les aurait tous envoyés au diable. L'escouade du déshonneur fut mutée à Toganay et sera répartie dans des petits postes de police surveillant un quartier connu pour ses cercles de jeu. À n'en pas douter, la loi sera appliquée à la lettre. Moralité ? Qui bluffe avec une paire de deux en a une sacrée paire, scrogneux. Je sais, ça ne veut rien dire et je viens de l'inventer, mais je fais ce que je veux. Comment ça, j'ai pas le droit ? Mais si, j'ai le droit. On parie ? Non, mais oh, non, c'est pas vrai. Mais bien chers frères, mes bien chères sœurs, le saviez-vous ? Il était une fois au Japon est le 30e du genre, oui, je sais. Les premières éditions ne s'appelaient pas comme ça, mais il me faut bien quelque chose à célébrer, sinon où va le monde, hein ? Non, c'était pas une question, enfin si, mais... Ah, ferme-la ! Alors pour fêter dignement cet événement majeur dans l'histoire de l'humanité... Quoi ? Non, toujours pas le journal. Non, mais il va falloir arrêter maintenant. Pour fêter dignement cet événement majeur donc, disais-je avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, qui faisait semblant qu'il y avait quelqu'un avec moi pour masquer une grande solitude, je m'en vais vous conter les suites des aventures de Nakamura Shihiro. Ah oui. Enfin, je ne m'en vais pas vraiment, je reste. C'est juste une figure de style pour ne pas employer un bête je vais, mais là je sens que je commence à être pénible. Nakamura Shihiro donc, vous vous en souvenez ? Si je vous dis Akashi, préfecture de Hyogo, fétichisme et instruments de musique... Ah, je vois que votre mémoire sélective s'en souvient. Sous-vêtements, non. Chaussettes, non. Tablier, non. Twingo, le voleur de flûte. Oui, mes amis, pour notre bonheur à toutes et à tous, il est de retour. Là où certains attendent en vain un hypothétique messie, il n'aura fallu au palucheur de flutio de Akashi qu'une petite année pour ressusciter. Hosanna, mes amis, réjouissons-nous et tuons le veau gras. Il est l'heure de rouvrir le grand livre des perversions humaines pour y étoffer un chapitre de la plus belle façon possible. Tout juste remis de sa cruelle arrestation pour pratique d'un hobby à ses yeux bien innocents, l'homme était fort marri d'avoir perdu sa belle collection de flûtes et pipeaux et à 61 ans, avait mal vécu les réprimandes d'un jeune freluqué en blouse blanche qui, semblant faire passer des vessies pour des lanternes, lui recommandait la fréquentation d'humaines de son âge plutôt que d'objets inanimés pour assouvir ses appétits charnels. Alors, tel papillon évadé du bagne, le seigneur libéré de ses contraintes légales se mit en tête de rattraper le temps perdu à cause de ses empêcheurs de souffler en rond. Le 5 mars, à l'heure où blanchit la campagne, notre bouloteur de fifre faisait ses exercices matinaux et croisa la route d'un établissement d'enseignement public secondaire de premier cycle, un collège quoi, placé sur son chemin par la divine providence. Il n'était point question d'en douter.
Tous ceux qui un jour ont dû passer par la privation d'un de leurs péchés mignons connaissent cette petite voix qui vous susurre la douce mélopée du « Vas-y, juste un coup une fois et c'est tout » et qui rouvre la porte au vilain démon cornu du plaisir coupable. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire Archéoptérix, oui c'est un peu long pour franchir les grilles d'une école, surtout à 61 ans, notre anti-héros lubrique se retrouva plongé dans un océan de tentations tel qu'il n'en rêvait plus. Au milieu des casiers débordant de livres et de chaussettes de rechange, elles étaient là, les divines flûtes dans leur étui protecteur garant d'une bave conservée dans les meilleures conditions. 1, 2, 3, 4 et 5 plus, ce serait de la gourmandise. Effaçant ses traces comme un trappeur, il s'exfiltra des lieux pour mieux profiter de ses nouvelles acquisitions, au calme dans son appartement se dérobant aux yeux et au jugement de ce monde qui, décidément, ne comprend rien à la passion. La légende raconte qu'un séisme aurait été ressenti par les habitants de Akashi sans qu'aucune agence ne le détecte. Mais voilà, le goût subtil des sécrétions buccales s'estompe et le plaisir s'en va plus vite que ne reviennent les cheveux sur les crânes profanés par la course inéluctable du temps. Alors n'écoutant que son courage, enfin surtout cette petite voix de bon conseil qui vous indique la clôture électrique lorsque votre vessie demande de l'air, il reprit sa quête de bonheur dès le lendemain matin. Par chance ou par bienveillance, les dieux avaient placé sur son chemin nombre d'établissements, autant de terrains de cueillette pour notre esthète de la clarinette. En embuscade tel un vieux puma fatigué, il vit avec extase ce groupe d'élèves pénétrer sur le terrain de sport d'un collège du quartier. Mais ne vous y trompez pas, Nakamura n'étant rien intéressé par les humaines et parole de son psy, il est aussi inoffensif qu'un eunuque dans un harem. Non. L'objet de toutes ces convoitises est autre, de bois ou de métal, mais à coup sûr plein de bave. Mais alors qu'il repérait un passage vers le vestiaire, il remarqua le sifflet chromé que la vieille prof de sport n'avait de cesse de mettre dans sa bouche pour rythmer l'exercice quotidien de ses protégés. Certes, la pédagogue semblait avoir échappé depuis longtemps à la mortalité infantile, mais après tout, 18 ou 55 ans, un sifflet baveux reste un sifflet baveux. En un éclair, Naka la patoune bondit de son banc et courut vers la coach. D'un geste bref et chirurgical, il lui arracha le sifflet des mains et courut vers les vestiaires. Plus que 10 mètres, il rentre dans le gymnase, saute, esquive un cheval d'arçon, et le voilà à l'abri. Derrière lui, il entendit le bruit et la fureur de celle qui cherche son instrument de pouvoir et fait appel à sa hiérarchie. Un coup d'œil rapide autour de lui, c'est plus que tout ce dont il aurait pu rêver. La salle des coffres, l'arche d'alliance. Au milieu des casiers, il ne fallut pas longtemps pour mettre la main sur une demi-douzaine de flûtes et trouvant le temps un peu long dans son bunker provisoire, il se dit qu'au lieu d'emporter, il allait consommer sur place. C'est l'entraîneur de baseball et ses 20 élèves qui mirent fin à ses activités manuelles, battes à la main et rouge au front, trouvant Nakamura dans la même situation à une lettre près. Le pantalon sur les chevilles, il baissa sa garde. C'est la police locale qui déchargea le coach de ce fardeau sans que lui n'en ait eu le temps. Présenté au procureur pour la énième fois, Pipoman n'échappera pas à la tôle cette fois. Qu'il se rassure, il pourra toujours jouer de la flûte en détention, sans doute sera-t-elle un peu moins musicale. Moralité, oh et puis flûte. Refermons pour cette fois le grand livre des perversions et rouvrons dans la joie celui des champions. Depuis presque 2 ans maintenant, nous l'avons vu, les compétiteurs sont légion dans cette grande course à la bêtise et à l'incompétence qui fait la joie des petits et des grands. Attention, ne reproduisez pas cela chez vous, ces cascades ont été réalisées par des professionnels. Ah, comme cet avertissement devrait parfois s'appliquer à la vie de tous les jours. Depuis que l'Homo sapiens sapiens a possédé quelque chose, son semblable a essayé de le lui prendre, c'est un fait avéré que nul ne peut nier. Alors siècle après siècle, ère après ère, le sapiens s'est organisé et les monts en l'air se sont ligués pour rendre leur travail plus sûr et plus rentable. C'était chose entendue, le monde du crime organisé avait ses règles, ses codes et ses réseaux, et l'humain standard, le cave, signait un contrat tacite d'honnêteté déléguant le frisson du fric-frac aux initiés. Mais voilà,
L'arrivée de la machine à laver électrique, du Minitel et de la paille en carton qui vous laisse un goût de vieille chic dans la bouche et vous donne envie tout ça a profondément bouleversé le monde civilisé et fait exploser les codes établis pour le plus grand plaisir des chroniques cyniques qui se repaissent du malheur des autres, ce qui n'est pas mon cas, notez-le bien. Si le monde du don d'organes applaudit le conducteur du dimanche qui se paie une Nissan GT-R, je remercie chaleureusement les voleurs du dimanche d'être aussi bêtes, ce qui me permet ainsi de vous distraire et en même temps de me sentir moi-même un peu moins bête. Monsieur K, appelons-le comme ça pour des raisons évidentes d'anonymat et j'ai pas trouvé son nom dans les articles. Monsieur K donc est antiquaire. Quel beau métier, me direz-vous, ce à quoi je vous répondrai volontiers, faut voir. Si certains charmants et honnêtes méritent tout notre respect et notre admiration, on sait depuis les pilleurs de châteaux du comte de Montignac, dernier du nom, qu'ils peuvent aussi être d'une honnêteté à géométrie variable et d'une capacité de réflexion qui varie avec les saisons. Nous verrons que Mr. K passe vite de l'un à l'autre. En ces temps difficiles où les internets volent le travail des petits commerçants, ma pauvre dame, y a plus de moralité, notre honnête as de l'antiquaille vieillissant voyait son commerce péricliter. Certes, il y avait toujours de l'offre, mais la vente en ligne avait fait flamber les prix comme les bananes au 14 juillet, et la clientèle locale n'était toujours pas prête à débourser pour du bibelot antique. Le bourgeois arthritique reste constipé du morlingue. Mais notre calabrocante avait remarqué une chose. La clientèle étrangère semblait friande de vieilleries religieuses et prête à lâcher de belles sommes pour une saloperie en plastique ou assimilée sans trop se poser de questions. Mais voilà. Le marché des bondieuseries anciennes est une chose bien difficile pour qui veut faire fortune. Les temples et sanctuaires ne vendent pas et les grossistes évitent ce business propre à s'attirer la guigne. Il avait en tête cette maxime de jockey qui s'engage que je sois damné si jument et se promit de se sortir des buissons par la ruse. Trouvant un jeune godeluro pour lui expliquer les bases de la vente en ligne, il se fit la main sur les sites d'enchères et vit bien vite que quelques plastiqueries godzillesques partaient à prix d'or et s'envolaient vers les Amériques et le vieux continent. Cependant, il voyait avec envie la concurrence qui écoulait d'antiques Bouddhas et de très vieux renards repris des plus belles voitures rouges et ça, Monsieur K, il en avait terriblement envie. C'est en voyant l'une de ces transactions que l'idée lui apparut évidente. Vous savez, je vous en parle souvent de cette idée, celle que l'on trouve tellement bonne à l'instant T, se disant que tout va forcément bien se passer, mais si vous avez une foule d'images qui vous vient dans la tête, là, allons. Alors, n'écoutant que son courage et sa détermination, il prit sa belle Mazda break et chemina jusqu'à Kyoto, grenier aux merveilles pour un anticouillon comme lui, et se dérobant à la vigilance des moines, se faufila dans une salle du temple de Ryohonji. Avec l'œil de l'expert, il repéra vite un Gatenji, une statue de Bouddha en bois peint du XVIIe siècle, qu'il glissa dans son sac avec l'agilité d'un lupin vieillissant. La fortune dans le sac, il rentra chez lui et attendit. Un an plus tard, il voulait être sûr que tout s'était passé à autre chose, il photographia l'objet de 47 cm comme ma boîte à cookies avant de rédiger une belle annonce en anglais visant la clientèle VIP du bout du monde. Certes, le geste n'était pas très élégant, mais après tout, qui le saurait ? Cette annonce était pour le reste du monde, pas pour le Japon. C'était si simple et si bien pensé. Une fois de plus, qu'est-ce qui aurait pu mal se passer ? Monsieur K fut arrêté quelques jours plus tard après que l'un des moines de Ryohonji n'ait reconnu la statue volée sur Yahoo Auction et que la police ne trouve l'adresse de son échoppe sous l'annonce. Fort contrarié que l'on ait pu consulter son annonce au Japon, lui qui l'a destinée à l'étranger, après tout, il le sera encore plus quand il connaîtra la sentence qui pourra aller jusqu'à 10 ans de bagne. Moralité, qui vole un œuf, vole un bœuf, mais qui gobe un œuf risque de vachement galérer pour gober un bœuf, parce que c'est vachement gros un bœuf quand même, surtout les Angus, c'est super gros comme bestiole. Ah mais c'est tout mignon, j'aime bien.